Bonjour et bienvenue. Cette vidéo réalisée dans le cadre du projet ANR Minimo va vous présenter pourquoi et comment utiliser la méthode du pincement haut, aussi appelée pinch haut. Vous retrouverez d'autres vidéos et plus d'informations sur le site minimo.fr. Nous verrons pourquoi utiliser la méthode du pincement, son périmètre et ses conditions d'application, son fonctionnement, les données à collecter et un exemple de mise en œuvre jusqu'à la reconception du réseau d'eau. La méthode du pincement est une méthode d'intégration des procédés. Initialement appliquée à l'énergie, cette démarche rigoureuse et structurée permet d'évaluer le potentiel d'optimisation de l'utilisation de l'énergie ou de l'eau sur un site industriel. Appliquée à un site, la méthode du pincement eau va permettre de réduire la consommation en eau, d'identifier la quantité d'eau minimale théorique nécessaire au procédé et de déterminer la structure optimale du réseau pour une récupération interne maximale de l'eau. La réduction de la consommation d'eau va aussi entraîner une réduction du volume des effluents, mais elle n'aura pas d'impact sur le flux de polluants qui restera identique. La méthode du pincement a été initialement utilisée pour l'énergie. Il est intéressant de comparer l'application de la méthode pincement à l'énergie et à l'eau pour mieux comprendre cette dernière. Pour l'énergie, le pincement va s'intéresser au transfert de chaleur mis en jeu lors d'une opération de chauffage ou de refroidissement, alors qu'il va concerner le transfert de matière, pollution d'un ou plusieurs contaminants, pour le pincement haut. La température est l'indicateur de qualité pour le pinch énergie. Il s'agit d'un critère unique et défini, à contrario de l'indicateur qualité en pinch haut, qui est lié à la pureté, mais peut être pluriel, matière en suspension, pollution dissoute, et doit être défini pour chaque cas. Enfin, le pincement énergie permet de minimiser les utilités thermiques, alors que le pincement haut vise une minimisation du prélèvement d'eau propre et des rejets d'eau usée. Le pincement haut va pouvoir s'appliquer sur l'ensemble des flux d'eau d'un site industriel. En fonction de la taille du site ou de la saisonnalité des activités, il est possible de limiter le périmètre à un atelier ou une ligne de production. Bien que plus facile sur des opérations continues, la méthode s'applique aussi pour des opérations en batch. La méthode est pertinente quand le nombre de flux est trop important pour faire appel au simple bon sens. Pour mener une analyse pincement haut, il faut dans un premier temps identifier les opérations unitaires génératrices ou utilisatrices d'eau. Cela permet de construire le diagramme des flux d'eau. Ce diagramme permet de lister l'ensemble des flux d'eau sur le site. Les courants entrants des opérations sont dénommés puits, car elles constituent un besoin en eau, tandis que les courants sortants sont dénommés sources, car elles représentent une ressource en eau. Il faut ensuite caractériser chacun des flux par trois types de données: débit, flux de pollution et seuil limite de pollution. Voici un exemple d'un site fictif représentatif de l'industrie laitière. Ce schéma organisationnel illustre les procédés et l'enchaînement des ateliers. Ce n'est pas encore un diagramme des flux d'eau, mais des flux matière. Chaque rectangle représente un procédé susceptible de consommer de l'eau et ou de rejeter des effluents. Dans l'industrie laitière, il y a des opérations facilement identifiables pouvant constituer des sources d'eau de relativement bonne qualité. Il s'agit des eaux issues du lait. Ainsi, l'eau issue de la filtration du lactosérum et du babeur par ultrafiltration et osmose inverse, ainsi que les condensats d'évapoconcentration, peuvent constituer des volumes importants d'eau de qualité suffisante pour, par exemple, subvenir aux besoins en eau pour les opérations de nettoyage en place d'un atelier. Par la suite, dans un souci de pédagogie, afin de comprendre clairement ce que permet la boîte à outils du projet, nous allons réduire le périmètre de l'analyse à ces quelques postes, mais pour une étude complète, il faut avoir un périmètre le plus exhaustif possible. Voici maintenant le diagramme de flux d'eau des opérations retenues. Ultrafiltration et osmose inverse, qui peuvent en fait être considérées comme une seule opération, et évapoconcentration, que l'on considérera comme des sources pures d'eau actuellement envoyées directement aux égouts. L'ENEP de l'atelier réception-préparation du lait, par exemple, que l'on a précédemment identifié comme un exutoire intéressant. Et l'on rajoute les tours aéro-réfrigérantes des différents ateliers que l'on considérera comme un puits puisque l'eau utilisée est perdue dans le milieu par évaporation. Une fois les opérations et les courants identifiés pour un usage d'eau donnée, c'est-à-dire une opération unitaire, il sera caractérisé: le débit d'eau entrant, c'est un courant puits; le débit d'eau sortant, c'est un courant source. Ces deux débits peuvent être différents car il peut y avoir des pertes lors de l'opération, évaporation, adsorption d'eau sur le produit. Dans la méthode du pincement haut, ces deux débits sont considérés séparément.
Comme cela vient d'être montré dans l'exemple d'un site de produits laitiers, une opération peut être un puits seul, par exemple la production de vapeur perdue ou l'alimentation d'une tour aéroréfrigérante, une source seule, comme la production d'eau par concentration du lait. Après le débit, il sera caractérisé pour chaque usage la concentration du polluant en entrée, la concentration du polluant en sortie. Comme dans le cas précédent, il est possible d'avoir des courants qui sont seulement un puits ou une source, leur concentration sera caractérisée de la même façon. Le retour d'expérience montre que si l'on se restreint aux concentrations observées, l'optimisation est limitée. C'est pour cela qu'il est souvent nécessaire de définir un seuil de pollution, qui est la concentration maximale de polluants acceptable en entrée ou en sortie de chaque opération unitaire. Cette donnée n'est donc pas issue d'une mesure, mais d'une réflexion qui intègre des questions de sécurité sanitaire du produit, comme des problématiques d'encrassement ou de corrosion en fonction de l'opération concernée. Des données complémentaires peuvent aussi être collectées. Ces données vont permettre de proposer un réseau réaliste qui prend au mieux en compte les contraintes du terrain. Les courants pourront ainsi être classés selon différents critères. Leur localisation dans l'usine, par exemple une classification par atelier, par type de produit ou par ligne de transformation. Des priorités de réutilisation peuvent aussi être définies ou encore des préférences de traitement des flux. L'un des principaux résultats de la méthode du pincement est le tracé des courbes composées, ou composites. Ce type de courbe permet de représenter les besoins en charge massique en entrée et les rejets en charge massique de tout un procédé. En plaçant la courbe des rejets sous la courbe des besoins, en rouge, et en faisant toucher les courbes l'une avec l'autre, le point de contact est appelé point de pincement. Il est possible de voir une zone verte où la courbe rouge des besoins recouvre la courbe bleue des rejets. Cette zone verte est le maximum théorique d'eau réutilisable au sein du procédé. La charge massique des rejets en bleu est sous la courbe de charge massique des puits, car il faut que la concentration, les seuils, en entrée soient respectés. C'est-à-dire que les rejets réutilisés doivent être moins chargés que les besoins. De part et d'autre, il est possible de voir le débit minimum d'eau propre, si 100% de la zone verte est réutilisée, c'est le débit minimum d'eau propre du procédé. Le même constat est fait sur la droite du schéma avec le débit minimum des rejets. Pour le cas fil rouge, la zone verte est de 41 m3. Cela veut dire qu'il est possible de réutiliser de l'eau au sein du procédé. Si 100% de la zone verte est réutilisée, le besoin en eau du procédé sera réduit de 258 m3 à 217 m3, soit 16% de réduction. Ce réseau d'eau est fondé uniquement sur des réutilisations directes, sans traitement ni régénération. Il est possible d'aller encore plus loin en testant des hypothèses de traitement ou régénération. Ce schéma est un rappel du cas pratique présenté précédemment. Pour chacune des opérations, on réalise l'inventaire des débits entrée-sortie exprimés ici en mètres cubeurs. Les seuils maximum de qualité d'eau en entrée ont aussi été définis. Dans cet exemple, l'indicateur pertinent retenu pour la pollution est la DCO. Avant reconception, en prenant en compte les temps de fonctionnement des équipements, sur une journée type, la consommation en eau est de 1737 m3 pour 2319 m3 de rejet. Après modélisation dans l'outil WaterOptime, sans aucune contrainte particulière, géographique ou priorité de traitement, l'outil détermine la quantité minimale d'eau nécessaire et propose une reconception du réseau. On se retrouve alors avec la consommation quotidienne en eau qui a diminué à 1358 m3, soit une réduction de 21,8%. Les rejets, eux, ont diminué à 1440 m3 par jour, soit un gain de 37,9%. On se propose de tester un scénario où l'on traite l'eau issue de l'opération de prélavage et nettoyage en place, abattant ainsi 90% de sa DC. On teste de nouveau la méthode Pinch avec cette nouvelle option. Après modélisation dans WaterOptime, on retrouve le schéma avec l'unité de traitement en vert, qui permet un recyclage sur les nappes pré-lavage. On se retrouve alors avec une consommation d'eau de 1180 m3 par jour, soit un gain de 32% par rapport à la situation initiale. Des rejets d'eau usée de 1369 m3 par jour, soit moins 40,9% par rapport à la situation initiale. Ce schéma compare les gains potentiels en consommation d'eau et en rejet d'effluents par rapport à la situation initiale avec et sans mise en place d'un traitement. Dans cet exemple, l'unité de traitement a surtout un impact sur la consommation d'eau
avec un gain supplémentaire de 13% par rapport à la situation sans traitement. Mais en revanche, le gain marginal de l'unité de traitement est plus faible sur les rejets, avec une baisse de seulement 4,9%. En résumé, les différentes étapes de la méthode du pincement sont la collecte des données, c'est l'étape la plus longue et la plus fastidieuse qui demande à la fois des mesures sur site, mais aussi une réflexion dans le choix des contaminants qui seront pris en compte et sur les seuils de pollution acceptables. À partir de ces données, les outils développés WaterOptime ou Simulus Pinchwater permettront très facilement de connaître sa consommation minimum en eau et de reconcevoir son réseau d'eau avec la possibilité d'intégrer de nombreuses contraintes complémentaires et en ajoutant si nécessaire une opération de traitement. Une fois le nouveau réseau conçu, il sera possible de calculer son impact sur l'empreinte eau du site grâce à l'outil PIC. Vous retrouverez tous nos outils et supports sur le site minimo.fr. Vous pouvez aussi solliciter un expert de la société Prosim ou vous rapprocher d'un expert du réseau des Centractia pour être accompagné dans l'utilisation et l'application de la méthode du pincement eau. Merci pour votre attention.